Le Français Christophe Calfaillant a pris la 4e place en établissant un nouveau record de France. La natation et le judo ont largement contribué à la moisson de médailles. Un nouvel espoir ce soir avec Catherine Fleury qui s'est qualifiée en judo. Autre chance de médaille avec l'escrime, une discipline récompensée à chaque Jeux olympiques. On espère cette année entre 3 et 8 médailles pour la France. Les éliminatoires ont commencé cet après-midi du côté des femmes. Jean-Philippe Guillain et Gilles Jacquet nous présentent les meilleures chances françaises. Une fois tous les 4 ans, l'escrime occupe le devant de la scène. Cette discipline a déjà permis à la France de récolter 40 médailles olympiques depuis 1948 et les escrimeurs français montent régulièrement sur les podiums des championnats du monde. À Séoul, Jean-François Lamour au sabre et l'équipe de France masculine en épée avaient remporté 2 médailles d'or. À Barcelone, ils peuvent faire encore mieux. Je dirais entre 3 et 8 médailles, mais qui sont parfaitement possibles parce que le niveau global des équipes de France ici à Barcelone est vraiment costaud. Même les filles qui sont là en train de tirer derrière nous, et ça montre que la préparation était bonne. Honneur aux dames. En fleuret féminin, la formation emmenée par Laurence Modène, championne du monde junior, peut sérieusement envisager un podium. Même chose chez les hommes qui peuvent également placer leur chef de file, Philippe Omnes, en finale. En sabre, Jean-François Lamour tentera de réaliser la passe de 3. Médaillé d'or à Los Angeles et Séoul, il rêve d'un triplé historique. En épée, Eric Strecki et ses coéquipiers peuvent réussir sur les 2 tableaux, en individuel et par équipe. L'occasion pour eux de briller sous les lumières du Palais des Sports. C'est sûr que sans les Jeux, l'escrime resterait dans son anonymat et que bon, on a la chance de faire des médailles au bon moment. Donc c'est ce qui nous sauve un petit peu de notre condition de petit sport entre guillemets. L'école française d'escrime est réputée dans le monde entier. À Barcelone, les pointes des fleurets, des épées et des sabres devront toucher juste. Et puis une sacrée bévue de la Fédération française d'athlétisme. Dans la série Incroyable mais vrai, elle oublie d'inscrire Bruno-Marie Rose à l'épreuve du 100 mètres. Difficile à avaler pour le champion français. Il va se consoler avec le relais 4 fois 100 mètres. Reportage Rémi Goudicelli et Christophe Hérault. La solitude d'un athlète ce matin au village olympique. Bruno-Marie Rose sait qu'il ne participera pas aux séries du 100 mètres. Serge Bord, le directeur technique national, reconnaît qu'il n'a pas confirmé son inscription par écrit. Amertume et climat de défiance dans le camp français. Nous, les Jeux Olympiques, on se comporte en professionnel pour tout faire, essayer d'avoir la meilleure performance possible. Et puis, c'est dommage de voir que notre sort dépend de gens qui ne font pas, eux, leur métier de manière professionnelle. Ça n'a rien à voir avec une blessure, ça n'a rien à voir avec une élimination purement sportive. C'est quelque chose de différent, c'est de la bêtise humaine, quoi. Pour faire partie de la délégation des sprinteurs français arrivés à Barcelone il y a quelques jours, Bruno-Marie Rose s'était qualifié in extremis en finale B du 100 mètres de la Réunion de Lausanne. À peine atteint, le rêve olympique se brise à nouveau pour le Martiniquais et la version officielle veut qu'il n'y ait à l'origine de cet invraisemblable scénario qu'une grossière erreur administrative. C'est un problème administratif d'inscription hors délai. Et donc notre souci, c'est de comprendre pourquoi ça s'est passé, d'en tirer les conséquences. Je crois que la Fédération française d'athlétisme fera ce qu'il faut pour que les responsables prennent leurs responsabilités. Mais ça n'a rien à voir avec une question de dopage. Bruno-Marie Rose ne se faisait guère d'illusions sur sa participation au final du 100 mètres. Il lui reste cependant à vivre l'aventure du relais, en espérant cette fois que ses camarades de course l'aideront à trouver la route d'un podium que toute la France attend. Voilà pour cette page JO. Vous retrouverez Barcelone en direct sur la 3 bien sûr à 20 h. Le reste de l'actualité à présent, la justice allemande inculpe Erich Honecker pour homicide involontaire. L'ancien dirigeant de la RDA a comparu ce matin devant le tribunal de Berlin. Son procès pourrait s'ouvrir d'ici la fin de l'année. D'ores et déjà, il s'annonce périlleux. Difficile notamment de démontrer la responsabilité personnelle de l'ancien numéro 1 est-allemand dans la mort de 49 personnes. Marie-Odile Pagnès. À peine de retour, Erich Honecker est déjà un prisonnier embarrassant. La justice allemande le réclamait avec insistance depuis 2 ans, mais elle redoute aujourd'hui de faire son procès. D'abord parce qu'elle a bien du mal à qualifier les crimes de l'ancien dirigeant communiste de l'Allemagne de l'Est. 49 plaintes pour homicide involontaire ont été déposées contre celui qui avait donné l'ordre de tirer à vue sur quiconque tenterait de passer à l'ouest du rideau de fer. Mais il n'existe aucun document relatif à cet ordre signé de la main de Honecker.
Le chef d'accusation est donc passé par toutes les phases de l'arsenal juridique. Meurtre, complicité de meurtre ou incitation au meurtre pour finir par la très vague responsabilité pour meurtre. La tâche de la justice est d'autant plus difficile que le traité d'unification prévoit que tout crime commis du temps de la RDA doit être jugé selon le droit qui y était alors en vigueur. Eric Honecker peut-il être condamné pour une décision prise légalement, puisqu'il était le dirigeant absolu du pays? Enfin, ce procès pourrait dévoiler des éléments gênants pour certains hommes politiques ouest-allemands sur leur lien avec l'ex-RDA. Le ministre de la Justice a beau s'en défendre, ce ne sera pas, dit-elle, un procès politique ni un show médiatique comme cela se passait dans l'ancienne Allemagne de l'Est. L'affaire Honecker risque tout de même de faire ressurgir un passé que beaucoup préfèrent oublier. Par ailleurs, l'épouse d'Erich Honecker a quitté Moscou ce matin pour Santiago du Chili. À Sarajevo, aucun répit dans les combats. À Genève, un espoir dans le drame des réfugiés yougoslaves. La communauté internationale s'est engagée à verser plus de 760 millions de francs à l'issue de la conférence organisée par le Haut Commissariat aux réfugiés. Chaque jour, ils sont 10 000 environ à fuir les combats. En France, Claire Sébastien et Marie-Hélène Roqueton ont rencontré une famille bosniaque. Réfugiée à Paris depuis une semaine, elle cherche à oublier l'horreur de la guerre. Quand on sortait pour acheter du pain, les rares fois où il y en avait, nous étions pris sous les obus et le feu des francs-tireurs. On a passé des nuits et des jours dans des caves humides, toujours vêtus des mêmes vêtements, un simple jean et un châle. J'étais dans la rue Vassé Miskina quand il y a eu la tuerie qui a fait 18 morts. Heureusement, 3 minutes avant les bombardements, j'avais pu acheter mon pain et j'étais juste reparti. Des images d'horreur, Ismeta, Chicho et leurs 2 enfants en ont plein la tête. Évacués de Sarajevo par l'organisation Équilibre, cette famille est arrivée en France il y a une semaine. Ils vivent aujourd'hui à Paris, chez un parent qui souhaite rester anonyme par peur des représailles. Je suis l'homme le plus heureux du monde d'avoir pu sauver ma famille de cet enfer. Paris, c'est divin. Il n'y a pas de grenades ni de fusillades. Malgré tout, hier, dans une rue, j'ai entendu un bruit très fort. J'ai cru un moment à des tirs d'artillerie. C'est dans le calme d'un jardin parisien que la famille vient goûter la liberté retrouvée. Là, ils rencontrent d'autres réfugiés. Ils écoutent ensemble les nouvelles de Sarajevo diffusées en serbo-croate par RFI. Un sentiment étrange les habite. Heureux d'avoir échappé au pire, ils se sentent en même temps un peu coupables de ce terrible privilège. Pour la génération de Zerina et de Kenan, 17 et 14 ans, l'arrivée en France est une page tournée. Ils veulent oublier la guerre. Je souhaite rester ici pour y terminer mes études. Plus tard, j'aimerais bien retourner en touriste dans une Bosnie-Herzégovine indépendante. Je voudrais bien revoir ma ville natale. Terre d'accueil ou terre d'exil pour cette famille bosniaque, il n'est pour l'instant de plus grand bonheur que le soleil de Paris pour leur faire oublier les caves de Sarajevo. Le chômage continue de progresser en France. 12 100 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de juin. La hausse est moins forte que celle des mois précédents, mais nous nous approchons de la barre des 3 millions de chômeurs. Jean-Paul Chapelle. Le chômage continue de progresser en juin, plus 0,4%. Cela représente 12 100 personnes supplémentaires inscrites à la NPE. Total, 2 924 700 demandeurs d'emploi. Commentant ces chiffres, le ministre du Travail dénonce l'attitude de certains patrons. Il y a bien sûr des entreprises qui ont des difficultés, mais il y a aussi des entreprises qui ont pour seul réflexe aujourd'hui de dire pour être un bon manager, pour être compétitif, il faut licencier. Je ne suis pas sûre qu'ils fassent un bon calcul, y compris économique à moyen terme. En tout cas, l'aggravation des chiffres s'explique en effet par des licenciements économiques nombreux, 43 000 au mois de juin, soit 17% de plus que l'an dernier. Mais globalement, le taux de chômage reste inchangé en juin. C'est toujours 10,3% de la population active, soit plus d'un Français sur 10 en âge de travailler, qui recherche un emploi. Parmi les entreprises touchées par la conjoncture, les sociétés de travail temporaire, ainsi RMO, placée en règlement judiciaire ce matin. RMO avait connu une expansion très rapide. Aujourd'hui, elle est placée en cessation de paiement. Martine Thiebaud. Le couperet est tombé ce matin. Le tribunal de commerce vient d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire
En dépit d'une lutte acharnée, Marc Braillon, le PDG de RMO, n'a pu éviter le dépôt de bilan. À un moment donné, quand vous battez contre les murs et que vous savez que vous ne pouvez plus gagner, vous arrêtez puis vous faites autre chose. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui, en essayant de préserver et l'entreprise et les collaborateurs. La procédure présente deux avantages, le gel des 60 millions de passifs et le paiement de tous les salariés, qu'ils soient permanents ou intérimaires. De la voile à la boxe, de la Formule 1 au cyclisme, sans oublier le football, RMO, c'est avant tout l'histoire d'un sportif et d'un grand passionné. Marc Braillon crée sa société d'intérim en 1964 avec 30 millions en poche. 25 ans plus tard, elle vaudra 2 milliards et elle pèsera 230 agences d'intérim en France et à l'étranger. Numéro 5 français, les déboires commencent en 89. Marc Braillon a vu trop grand, trop vite, alors que la croissance n'est plus au rendez-vous. Aujourd'hui, il jette l'éponge, épuisé, avec l'espoir qu'un repreneur se présentera, mais il devrait garder le cyclisme l'une de ses passions. Politique à présent, avec toujours le même mot au cœur des débats, Maastricht, un traité contre lequel Philippe Séguin et Charles Pasqua partent en campagne. Dernier grand meeting hier soir en Avignon, avant une courte trêve estivale. Les deux hommes durcissent le ton. Reportage Thierry Guerrier, Marie-Hélène Roqueton. Mais voilà ce que vous verrez sur les murs. Liberté, je chéris ton non. Et Maastricht, c'est non. Clin d'œil ou provocation? En affichant ainsi leur opposition au traité de Maastricht, les partisans à droite du non changent de ton. Après avoir imposé le débat sur le fond, le tandem Pasqua-Séguin dramatise volontairement. Polémique avec le gouvernement qualifié de voleur et de tricheur par Philippe Séguin, exploitation sans réserve du registre gaullien par Charles Pasqua. Nous sommes très nombreux à nous être battus pour la liberté. Et la liberté, c'est d'abord la liberté de rester français. Je n'ai absolument pas changé de style. J'ai simplement pris mes adversaires la main dans le sac. Et j'ai dit que s'ils s'obstinaient à coller des affiches payées avec les deniers du contribuable, alors même que le CSA les avait mis en garde, eh bien ceux-là se comporteraient comme des voleurs et ils seraient coupables pour le moins de détournement de fonds publics. En lançant son offensive anti-Maastricht, ce duo qui prétend défendre l'intégrité de la République n'en fait pas moins de la politique. Charles Pasqua et Philippe Séguin comptent sans doute un jour s'imposer à la tête de ceux toujours plus nombreux, croit-il, qui les ont suivis dans ce combat, et d'abord chez eux au RPR. Qu'il y ait dans cette salle de très nombreux militants et cadres du RPR nous réjouit. Cela nous fait simplement regretter que le RPR, dans son ensemble, n'ait pas décidé d'appeler à voter non. Voici donc une nouvelle pierre lancée dans le jardin de Jacques Chirac, pour qui décidément Maastricht est un débat empoisonné. L'enquête sur la mort de la petite Nadjia, retrouvée morte hier dans la banlieue lilloise. Nadjia a vraisemblablement été victime d'une tentative de viol avant d'être tuée, mais pour l'instant, les conclusions de l'autopsie ne sont pas connues officiellement. Le plan Tapis se concrétise. Les quartiers difficiles de 6 communes, comme par exemple Amiens, Dunkerque, Marseille et Mantes-la-Jolie, vont bénéficier d'aide avec la signature ce matin du premier protocole d'accord de développement économique et urbain entre une entreprise privée, en l'occurrence le groupe Bouygues, et l'État. Objectif, engager l'entreprise dans la vie de quartier. Il y a un an, le ministère de l'Intérieur et la Direction nationale des polices urbaines relançaient la police de proximité. À Marseille, une unité de prévention s'est créée, une structure unique en France qui comprend 11 policiers. Leur objectif, réinvestir les cités, un travail au quotidien, leur terrain d'action, les quartiers nord de Marseille. Reportage à Nathalie Darigrand et Joseph Tual. Comment entrer dans une cité lorsqu'on est policier ? Visiblement, il faut savoir discuter, négocier, expliquer. Le jeu est subtil car parfois explosif. Aujourd'hui, il faut rassurer Moussa. Comme prévu, il y aura très vite des travaux pour améliorer le terrain de foot du quartier. Cela s'appelle de la persuasion. C'est la première mission de ces inspecteurs de police, sans uniforme ni armes. Se mettre à table avec la police en réunion, pour les jeunes, ça a été très dur. Mais bon, après, on a bien vu un peu plus tard que c'est très bien passé.
Réinstaller la confiance entre les habitants des quartiers nord de Marseille et l'institution policière, le pari est loin d'être gagné. Depuis un an, c'est ce que tentent de faire les 11 policiers, inspecteurs et gardiens de la paix de l'unité de prévention, une structure unique en France. On est à l'écoute de ces gens et on essaye d'apporter des solutions et d'aider à la décision à notre hiérarchie qui, elle, est en mesure de prendre justement ces décisions. Cette décision, c'est par exemple intervenir pour qu'une famille ne soit pas délogée, pour que les jeunes trouvent une activité et de là, arriver au problème numéro 1 de ces cités, la petite et moyenne délinquance, le vol, la drogue. Seule difficulté alors dans cette nouvelle donne policière, savoir maintenir une définition précise des rôles de chacun. Ils ont un rôle à jouer, mais on ne voudrait pas jouer leur rôle, quoi. On ne sera pas là pour leur dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, à vous de savoir. Donc on est là pour mieux s'entendre, pour qu'on soit ensemble, pour trouver des solutions ensemble. On est des policiers, on reste des policiers, on est encore plus policiers, j'ai envie de dire. Dans le sens où on est au service du public, c'est une mission. Et le policier a sa place dans une société, dans une ville, dans une cité. Cette place dans la cité, elle se gagne, comme on dit ici. Il a fallu plusieurs mois pour que ces jeunes obtiennent ce local, les inspecteurs les ont aidés. Et aujourd'hui, ils font entrer la police là où il y a peu de temps encore, elle était loin d'être la bienvenue. Nous allons dans l'espace à présent, direction la station orbitale Mir avec Michel Tonini et ses 4 collègues russes. Aujourd'hui, ils ont travaillé sur les illusions. C'est le nom d'une expérimentation qui cherche à mieux comprendre le système neurosensoriel en état d'apesanteur. Daniel Durandet. Cette drôle de danse du ventre exécutée par le cosmonaute Alexandre Viktorenko en orbite depuis le mois de mars dernier, c'est la première expérience de la mission spatiale Antares. Son nom, orthostatisme, son objectif, étudier l'évolution du fonctionnement du système cardiovasculaire en simulant un retour sur Terre à la dépression obtenue dans le cylindre, créant sur le bas du corps une pesanteur artificielle. Autre expérience scientifique, mais cette fois avec le français Michel Tonini, illusion. Là, c'est le système neurosensoriel qui est analysé. On stimule par des vibrations les muscles de la cheville, de la nuque et du bras, et on étudie les réactions induites sur l'ensemble du corps. 2 expériences qui pourraient permettre de mieux comprendre, même sur Terre, notre propre comportement. Pendant 5 jours, ils nous ont fait rêver. 21 couturiers ont présenté à Paris les collections haute couture automne-hiver. La cuvée 92-93 mise sur la longueur, mais aussi sur l'humour et la fantaisie. Les plus beaux moments des défilés tout de suite avec Sabine Gorny et Didier Bonnet. Du matin au soir, ils broient tous du noir, nos couturiers. Ça veut pas dire austère chez Thierry Mugler. Barbarella sexy, Pépé bien roulé, bien moulé, joli décolleté, vive les rondeurs, toutes les rondeurs, et merci au corset de grand-maman. Chez Chanel aussi, on aime les belles généreuses. Dernier grand chic, faire pauvre. Hippie de luxe en chapeau guenille, top modèle en épouvantail. Karl, ses frusques et ses frasques pour rêver, pour étonner surtout. Avec ce qu'elle avait sur la tête et tout le reste, les rêves, on peut se déplacer. Et vous avez des cauchemars, c'est aussi encore des rêves. Hein. Vous avez dit décadence, ça rime avec opulence chez Christian Lacroix. Fini ses espagnolades, chez lui, c'est Byzance. Ces années-là, 90, 2000 bientôt, ressemblent pour moi à un peu la décadence romaine, un peu Byzance avant l'invasion des barbares. Il y a les torturés et puis les nostalgiques qui rêvent d'un Paris lumière, Paris canaille. Chez Louis Ferraud, visite des monuments en quelques somptueuses robes du soir brodées. On peut regarder, mais défense d'y toucher. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Chez Lapidus aussi, on rebrode le passé. On ressuscite la jolie môme de Saint-Germain-des-Prés. Juliette Gréco est dans la salle. La nostalgie, elle, est toujours ce qu'elle était. Je suis nostalgique, Juliette, d'une époque que je n'ai pas vécue. Bien dans son époque, Paco Rabanne, celui que Coco Chanel avait surnommé le métallurgiste. Paco le métallo, version écolo, avec des bouteilles en plastique. Regardez ce qu'il arrive à faire, des tuniques. Rideau sur la mariée, le spectacle est terminé, l'hiver était un peu tristouné, vivement l'été.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météorologiques complètes de Michel Thoré. Vous retrouverez ensuite les Jeux Olympiques de Barcelone. Je vous rappelle que Franck Esposito a décroché une médaille de bronze dans le 200 mètres papillon. Je vous retrouve avec plaisir à 22h30 pour Soir 3. À tout à l'heure.